Je suis un essayiste, un prof de métier qui écrit des romans seulement les dimanches. Et, Seulement le dimanche? Oui, non, même le samedi parfois. Et pendant les vacances de Noël. Et un philosophe, un théoricien doit conclure. Il travaille justement pour arriver à certaines propositions avec lesquelles il termine son travail. Il dit, je voulais démontrer ça et ça. Et on ne peut pas conclure à tout prix et toujours. Et raconter, au contraire, c'est mettre en scène les contradictions. Parce que chaque personnage est le porteur de certaines positions. Vous n'êtes pas obligé à conclure. Vous mettez en scène la contradiction même. Tout roman n'est pas une thèse. S'il était une thèse, ce serait minable. Une question. Croyez-vous, Umberto Eco, à l'inspiration? Bah non, je suis le dicton anglais, genius is 10% inspiration and 90% perspiration. So, il est 10% inspiration et 90% transpiration. J'ai écrit un roman chaque 6 ans. Ça veut dire vivre 6 ou 8 ans dans ton propre monde, le bâtir lentement, etc. Et je crois que le lecteur revit ces 6 ans. Si j'écrivais un roman par an, probablement, ça ne marcherait pas. Il faut cette longueur, il faut ces pas très longs. J'ai découvert plus tard, après le 3e roman, que tous mes romans n'étaient pas nés d'un projet, aucun projet, mais d'une image. Par exemple, Le pendule de Foucault. J'avais écrit Le nom de la rose. Il avait eu un certain succès. Tout le monde me demandait, tu écriras un autre roman. Je disais, mais non, je crois d'avoir dit tout. Et après, j'ai eu une image, le pendule, que j'avais vu à Paris, 30 ans avant. Et après, une deuxième image, un jeune homme qui jouait de la trompette aux funérailles de partisans, qui s'était passé à moi, une histoire. Alors j'ai dit, voilà, le roman, du pendule à la trompette. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre entre les deux images? Ça m'a pris 8 ans pour découvrir ce qui s'était passé entre les deux événements. Essayez d'imaginer Robinson qui fait naufrage sur une île déserte. S'il avait un livre, il l'avait, c'était une Bible, je crois, il pouvait rester sur l'île déserte 20 ans, 30 ans, 40 ans, et la Bible fonctionnait. S'il avait un e-book, après une semaine, la batterie était finie, et il n'avait plus rien à lire. Donc ça, c'est la durabilité. C'était un vieux hôtel, celui-là, avec des chambres très petites. Mais moi, j'ai voulu conserver les corridors parce qu'ils me servaient pour les livres. Donc, c'est mieux avoir des chambres petites, mais des grands couloirs. Dans ma collection de livres anciennes, j'ai évidemment la première édition de l'Ulysse de Joyce, parce que Joyce a été un auteur qui a profondément influencé. J'ai la première édition de Rebours de Huysmans, parce qu'entre 17 et 18 ans, ce livre m'avait fasciné énormément. Un livre de ma jeunesse était le Cyrano de Bergerac. Voilà aussi la première édition. J'avais lu à 12 ans, elle m'avait troublé beaucoup. Lorsque j'étais jeune, les librairies, elles étaient des lieux obscurs, étroits, asphyctiques, où il y avait deux messieurs émasculés, habillés en noir, que quand vous entrez, vous devez, qu'est-ce que vous désirez? Alors vous étiez pris du trac et vous sortiez. Fini. Ça, c'était le rapport d'un jeune homme avec une librairie. Aujourd'hui, jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu tant des êtres humains fréquentant une librairie. Comme aujourd'hui, dans le Barnes & Noble à New York, dans le Feltrinelli à Milan, une population jeune dans les librairies. Donc, cette idée que les gens ne lisent plus, c'est une autre idée inventée par des journalistes pour écrire quelque chose. Mais en tout cas, la quantité de gens et de jeunes qui lisent par rapport
au temps de ma jeunesse, a monté d'une façon énorme. considérable. Je suis toujours étonné qu'on ne s'aperçoit pas de ce fait-là. Qu'est-ce que vous collectionnez, vous, Umberto Eco? Je collectionne tous les livres auxquels je ne crois pas. Ma collection s'appelle Biblioteca Semiologica Curiosa Lunatica Magica et Pneumatica. Tous les livres faux. Donc, par exemple, je n'ai pas Galilée, parce que c'est vrai, mais j'ai Ptolémée. Ouais. Parce qu'il est faux. Donc, j'ai les alchimistes, j'ai tout le Rose-Croix, tous les occultistes. Quelle est la différence entre le faux et la fiction? Le faux, c'est un mensonge. Voilà. Si je produis un texte pour dire que c'est pas là-bas il y a 3 cadavres, c'est faux. C'est un faux. La fiction, c'est faire semblant. Comme les enfants jouent et ils disent « je suis Buffalo Bill ». Tout le monde sait que l'autre n'est pas Buffalo Bill, mais il fait semblant d'y croire. Et là c'est la fiction qui est très honnête, et qui est le théâtre, qui est très honnête. Bien qu'il s'avère qu'à la fin, on pleure sur Madame Bovary. Alors pourquoi on pleure sur Madame Bovary? Puisqu'on sait qu'il s'agit d'une fiction et pas d'un faux. Pour vous répondre, j'aurais besoin de 6 mois pour une classe. Je dis qu'il y a une seule notion de la vérité qui est absolue, qu'on ne peut pas discuter, c'est la vérité romanesque. Nous ne savons pas si c'est vrai que Napoléon est réellement mort à Sainte-Hélène, peut-être on découvrira, mais nous savons que Anna Karenina est morte suicide. Et je dis que les Dalai Lama et les papes peuvent discuter des mois pour décider si Jésus-Christ était le Fils de Dieu ou non, mais ils ne peuvent pas nier que Superman était Clark Kent. Pour un philosophe, c'est fondamental la question de la vérité. Mais puisqu'il est très difficile d'établir si quelque chose est vrai, mais il est plus facile d'établir si quelque chose est faux. Et alors le faux, c'est une façon de s'approcher à la vérité. La découverte des faux.